NaviWest, votre expert du nautisme, vous présente le Café de la Marine. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. On vous souhaite une belle année 2023, qu'elle soit douce, sereine et aussi pleine d'embrun. Et nous sommes vraiment heureux de vous retrouver ici à Lorient, à la Cité de la Voile Éric Tabarly, pour accueillir le premier invité de l'année. Un skipper particulièrement aimé du public, arrivé tout premier dans les eaux guadeloupéennes en novembre dernier dans la catégorie des IMOCA, après un duel d'anthologie. Ce compétiteur passionné et déterminé n'hésite pas à sortir de sa zone de confort. C'est un homme qui aime innover, apprendre et partager. Alors après quelques semaines de repos très appréciées pour prendre un peu de recul et se ressourcer, ce nordiste est de retour avec le plein d'envie, de nouveaux objectifs et surtout un foiler flambant neuf qui va toucher l'eau dans quelques semaines. Thomas Ruyant est avec nous, on l'accueille. Bienvenue. Bienvenue Thomas. Bienvenue Thomas. Bonsoir. Alors Thomas, on t'a vu complètement épuisé, heureux, tellement heureux, mais tellement épuisé aussi à l'arrivée en Guadeloupe après cette belle victoire en IMOCA. Comment ça s'est passé depuis? Est-ce que tu as pu souffler, profiter des tiens? Quel a été le programme là depuis ces dernières semaines? Oui, j'ai pu souffler, j'ai pu me prendre un petit peu de vacances. Il y a eu les fêtes aussi depuis, donc ouais, il y a eu des temps de repos, mais en même temps, on a plein de projets pour la suite. Donc, en parler, hein. Voilà, j'avais aussi envie de remettre vite les pieds sur terre pour préparer la suite, qui est dense. Voilà, mais là, il y a un petit peu de neige en ce moment à la montagne, donc je vais en profiter là prochainement. Voilà. Avant de se projeter sur cet avenir, on va revenir sur cette route du Rhum, qui est la conclusion magistrale d'une année 2022 et aussi la conclusion d'un cycle avec ce bateau. Alors, on va revoir les images de ton arrivée à Pointe-à-Pitre. Tu avais eu l'occasion de les revoir ces images, Thomas? Ouais. Est-ce que tu les as regardées à nouveau? Ouais, j'ai vu ces images et c'est vrai que c'est des moments forts, hein, donc je me lasse pas de les revoir. Là, on voit à l'écran, là, notamment Alexandre Fayolle, le patron d'Advance. Alors Thomas, justement, tu l'as dit à l'arrivée en posant le pied sur les pontons, celle-là, c'est la plus belle. C'est vrai, il y en a eu d'autres. C'est des victoires qui sont toujours rares, même si j'en ai cumulé quelques-unes en transat maintenant. Je suis très fier de ça, mais c'est vrai que la route du Rhum, c'est un événement exceptionnel qui a pris encore plus d'ampleur, j'ai l'impression, sur la dernière édition. Il y avait un plateau de folie en IMOCA. 38 bateaux en IMOCA. Voilà. Ouais. Une grosse Justement, concurrence. comme tu record. l'as dit, c'est un monument de la course au large. Tu l'as remporté justement déjà en classe 40. Mais le fait qu'il y avait cette concurrence en IMOCA, ça donne à cette victoire une saveur particulière. Oui, c'est je pense la classe des bateaux aussi qui fait ça, la concurrence qu'il y avait en IMOCA, le nombre de bateaux. Là, c'est vrai que quand on regarde les marins sur la classe IMOCA, alors c'est des marins avec qui j'ai l'habitude de naviguer depuis plusieurs années et ça progresse fort, ça pousse. Les bateaux ont pris aussi un grand tournant depuis 3-4 ans. Et donc, finalement, cette route du Rhum, elle vient clôturer un petit peu cette transition aussi technique qu'on a vue avec ces grands foilers. Et donc, d'arriver en tête de cette édition-là, c'était tout simplement magique. Et une arrivée en Guadeloupe en tête, j'en avais déjà fait une, mais c'est vrai que celle-là, elle est aussi particulière parce que l'équipe est pas la même. C'est une victoire qui est très partagée, avec une équipe qui s'est étoffée, qui est grande aujourd'hui. Et qui est montée en puissance. Avec des partenaires d'une énorme qualité. Donc en fait, finalement, c'est une récompense pour tout un collectif, tout un groupe. Et en fait, c'est surtout ça, moi, qui a fait que l'arrivée, elle était dingue, avec beaucoup d'émotions. Une vraie victoire partagée. Moi, c'est vraiment ça que je retiens. C'est l'aboutissement de la construction d'un bateau, tout un cheminement pour réussir à le rendre fiable. Et c'est vrai que j'aurais pas pu naviguer sur ce bateau-là comme je l'ai fait là sur cette route du Rhum si j'avais pas eu cette confiance envers tout ce groupe.
Et donc voilà, c'est vraiment une victoire collective, et même si évidemment je suis tout seul pendant la course, mais bon voilà, il y a vraiment ce sentiment-là qui était très fort à l'arrivée. Ouais. Et ce bateau, tu le disais, il fallait de la confiance aussi pour le pousser. Hein. Ça nous a marqué aussi à l'arrivée. Vous étiez tous épuisés. Vous avez tous dit être allés vraiment au bout de vos limites, au bout de vous-même. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir récupéré depuis et c'est ce qui restera aussi sur cette route du Rhum, le sentiment, même après un Vendée Globe, de jamais être allé aussi loin chercher une victoire? Ouais, alors c'est sûr qu'une route du Rhum, c'est un sprint par rapport à ce qu'on peut vivre sur une course de 80 jours comme un Vendée Globe. Là, sur cette route du Rhum, là, on a eu des conditions compliquées au début, mais finalement, c'est le cas de toutes les transats. Hein. C'est jamais simple de sortir de la Manche, du golfe de Gascogne, et puis d'aller chercher ses alizés. Donc là, ça s'est enchaîné comme une transat hivernale avec plusieurs fronts à passer avant de pouvoir dérouler au portant. Puis une fois qu'on s'est retrouvé dans les alizés, on a eu des alizés bien calés, certes, mais des alizés bien calés, c'est du temps à grain, c'est des variations de vent, c'est beaucoup de manœuvres, d'empannage, de changement de voile. Et donc finalement, elle a été intense pour ça, et parce que la concurrence a été aussi dessus pendant toute la course. Au point que tu as dit, d'ailleurs, tu vacillais dans le Tour de Guadeloupe sur la fin. C'est vrai que sur les 2-3 derniers jours, il n'y a pas eu beaucoup de sommeil. Et après, il y a aussi cette adrénaline qui nous tient jusqu'au bout. Et puis, mais ouais, la fin de course était dingue. Tu avais le scénario en tête, Thomas, parce que ce qu'on ne sait pas forcément ou ce qu'on n'imagine pas forcément, c'est que c'est comme, j'ai envie de dire, un skieur ou un pilote de rallye. Avant de partir, vous avez vraiment toutes les manœuvres en tête, toutes les transitions en tête. Et du coup, le scénario, tu le disais aussi, il s'est déroulé un peu comme tu l'imaginais. Charlie allait partir devant et tu allais pouvoir revenir et avoir ta chance sur le portant. Tu y as toujours cru ? C'est vrai que le schéma, on l'a en partie en tête. On sait qu'on va avoir des fronts, que ça va taper au début, que potentiellement il faut réussir vraiment à ne pas abîmer le bateau, et que derrière les alizés étaient là et calés. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Après, évidemment, il y a plein d'aléas aussi. Voilà, il y a plein d'aléas, et puis on n'est pas encore dans le détail quand on part. On est dans le détail sur les 24 premières heures, où là, le schéma est vraiment très très clair. Après, évidemment, on met à jour au fur et à mesure. Avec Virginie, en fait, on a regardé un peu la carto pour voir comment ça s'est joué, ou à un moment clé, on a retrouvé notamment une vidéo du bord qui est celle que tu as envoyée le 17 novembre. Bon, ce soir-là, le bateau glisse, et puis il y a un coucher de soleil, et il a une saveur particulière. Tu es à moins de 30 000 de Charlie, tu es en mode chasseur, tu dis à fond, à bloc sur les manettes. À quel moment tu as senti que ça pouvait basculer en ta faveur ? Dès le départ, j'ai pas du tout eu envie de douter. C'est vrai que le schéma, et Virginie, tu l'as bien résumé, c'est que je connais les qualités, les défauts de mes adversaires, je connais les miens aussi. On savait que Charlie allait prendre un peu le large sur ce début de course, et c'est ce qui s'est passé. Après, c'est sûr qu'à un moment, il a quasiment 100 000 d'avance avant de rentrer dans les alizés à mi-parcours. Donc c'est un gros écart qui n'était pas simple à ramener. Mais je savais aussi qu'au portant, je pouvais l'accrocher, voire aller plus vite. Voilà. Après, il y a aussi peut-être eu un peu moins d'erreurs sur la trajectoire, une bonne vitesse. Et ça m'a permis de recoller. Et puis, voilà, c'est sûr que quand j'étais à la 30 000, je sentais aussi. Il y a un côté psychologique aussi. Oui, justement, à ce moment-là, je me pose ma question. Je me sens fort et j'ai envie d'enfoncer le clou. Et même quand je suis à côté de lui et que je commence à le doubler, c'est à ce moment-là où finalement je vais le plus vite et je me dis de toute façon. Tu vas le croquer. De toute façon, je ne le lâcherai pas et je lui laisserai rien du tout, quoi. Il y a cette force mentale aussi. Tu disais, il y a eu des victoires en transat. Il y avait cette route du Rhum avant cela en classe 40. Il y a eu aussi la Transat Jacques Vabre en 2021 avec Morgan Lagravière. Morgan qui t'a vraiment beaucoup apporté aussi pour mener ce bateau à tout son potentiel. Voilà, vous avez vraiment eu l'impression, lors de cette Transat Jacques Vabre, de franchir un cap et de trouver cette petite clé pour faire la différence justement au portant. Ouais, j'ai l'impression qu'avec ce bateau-là, il y a eu un petit peu deux phases, toute la phase de mise au point, de préparation pour aller jusqu'au Vendée Globe, où on était finalement un peu flux tendu, parce que c'est un bateau qu'on a mis à l'eau en septembre 2019, donc
finalement assez tardivement pour être prêt vraiment sur un Vendée Globe. Et puis surtout, c'est des machines qu'on découvrait complètement. Moi, j'ai des souvenirs des premières navigations avec ce bateau. C'est un peu On s'est dit, rock'n'roll. mais est-ce qu'on s'est trompé? C'est pas, Bien sûr, on en va plus, pas y vous arriver. passiez, c'était les Bon, foils, finalement, la on y arrive, découverte des on foils. arrive à les mener. Mais c'était vraiment le sentiment que j'avais quand on a mis ce bateau-là à l'eau. Et ça, finalement, il y a eu jusqu'au Vendée Globe, il y a eu le Vendée Globe. Et puis, il y a eu cette année qui était plus double équipage et qui, moi, m'a beaucoup apporté, beaucoup servi, et notamment cette collaboration avec Morgan, avec qui on s'est vraiment très bien entendu. Et voilà, il y a eu, je pense, une bascule sur la compréhension du bateau, sur son bon fonctionnement. Et voilà, et ça m'a servi évidemment, ça nous a aidé évidemment sur la Jacques Vabre, mais moi ça m'a beaucoup servi sur cette année Ça t'a donné la confiance 2022 aussi. et sur la route du Rhum. Et ça m'a évidemment donné de la confiance. C'était la première course qu'on gagnait en IMOCA sur la Transat Jacques Vabre. Et évidemment, à partir du moment où on sait qu'on peut le faire, qu'on peut être devant et qu'on sait gagner, c'est plus facile de le reproduire, je pense. Et alors justement, en parlant de Morgan, il a eu un petit mot pour toi à l'arrivée de la Route du Rhum et tu avais été ému en découvrant son visage alors qu'il était en convoyage pour amener Gitana. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit ton équipier sur la Transat Jacques Vabre à venir, sur ton nouveau bateau? Vous voulez que je fasse des Question annonces? piège. Oui, on espère, c'était le but. Bon, on verra, on va le laisser tranquille, parce que là, il est sur le trophée Jules Verne, donc il doit être super concentré. Il est très, Enfin, il est très il se demandé. prépare en tout cas. Donc, mais bon, en tout cas, c'est un marin avec qui je m'entends super bien. Et puis, il viendra essayer le nouveau bateau, ça c'est sûr. Voilà, donc on a une partie de la réponse, Un petit Virginie. peu, quelques Alors, indices, mais on Tu verra l'as bien. dit tout à l'heure, dans ta carrière, tu as remporté 5 transatlantiques, en fait sur 4 supports différents, parce qu'il y a eu la Mini Transat en 2009, la Route du Rhum en classe 40 en 2010, une Transat en double aussi sur Figaro avec Adrien Hardy, la Transat AG2R, et puis cette Transat Jacques Vabre et cette Route du Rhum. Tu es finalement très éclectique, il ne reste plus que le multicoque. Bon, il reste le Vendée Globe avant. Et voilà, on va en parler. Le multicoque, pour l'instant, en fait, moi je trouve que la classe IMOCA elle se porte bien. C'est vrai. Il y a le Vendée Globe, il y a maintenant The Ocean Race qui est en train de se courir en ce moment, que je suis de près. On a les grandes classiques, la Jacques Vabre, la Route du Rhum. On a une flotte de 40 bateaux, des bateaux exceptionnels sur lesquels on s'éclate, voilà, à la c'est fois le bonheur. techniquement, dans le Il y a développement encore des beaucoup bateaux, à apprendre, oui. dans la Mm. concurrence. Et donc, pour l'instant, moi, je me sens à ma place en IMOCA. Je ne viens pas du multicoque. Donc, pour l'instant, on est focus sur ce qu'on fait, sur notre prochain Sur le objectif nouveau qui projet. est le Vendée Globe 2024. Alors ton bateau porte le nom Linked Out, qui est une association qui est engagée dans le retour à l'emploi de personnes en mal d'insertion ou en rupture avec la société. Ça, c'est vraiment aussi un projet qui te tient à cœur et dans lequel tu t'investis en dehors de la compétition. Tu arrives à trouver du temps et c'est important. Alors c'est une particularité forte du projet. Mon investissement dans l'association, j'aimerais qu'elle soit Je voudrais faire toujours plus. avoir plus de temps. Mais moi aujourd'hui, mon métier c'est navigateur. C'est là où je me sens à l'aise. Et finalement, moi mon rôle, plus ma perf elle sera importante et plus le coup de projecteur il sera, On en parlera. il sera fort. Donc voilà, moi c'est mon rôle. Évidemment, plus de temps je passe avec ce dispositif à la rencontre des candidats, ça me nourrit et puis ça m'aide aussi à me remettre parfois les pieds sur terre et puis à me donner de l'énergie aussi pour l'ensemble des courses de la saison. Alors justement, dans le même registre, on te savait dur au mal, tu vois, travailleur. On sait que pour porter les couleurs de LinkedIn, et puis précédemment du projet aussi de LinkedOut, et précédemment du projet Imagine avec le petit colibri, tu es quelqu'un d'empathique, d'humain. Mais on t'a découvert extrêmement sensible sur cette route du Rhum. Est-ce que c'est lié au sentiment d'avoir enfin la réussite à la hauteur de ton engagement depuis des années, après des Vendée Globe qui avaient été un peu compliqués? Est-ce que je suis extrêmement sensible? Je Non, sais pas, mais j'ai une sensibilité, c'est sûr. Oui, à l'arrivée de la route du Rhum, forcément. À l'arrivée de la route du Rhum, c'est oui, parce qu'il y a la fatigue, j'ai bien conscience de tout ce qui s'est passé avant, de ce que je porte dans les voiles, de l'équipe que j'emmène avec moi. Et donc finalement, il y a tout ça qui se bouscule à l'arrivée. Donc c'est sûr que l'émotion, elle est forte. Et elle vient de tout ça, elle vient de ce travail, elle vient de tout ce qu'on fait avec ce projet-là, d'innovant. C'est un vrai pas de côté, je pense, qu'on fait avec LinkedOut, avec mon partenaire Oui. Advance, qui insuffle ça aussi très fortement.
Et voilà, et là-dessus on s'est bien retrouvé. Donc je pense que pour tout ça, c'est sûr que voilà, on arrive en tête d'une route du Rhum, c'est des moments dingues. Voilà, d'ailleurs on n'a pas envie d'en sortir trop vite. Alors, il y a cette sensibilité, il y a ton talent, ton humilité aussi, ta discrétion qui ont séduit le grand public, qui a d'ailleurs voté pour toi pour l'élection du marin de l'année. Tu as eu le vote du public. Est-ce que ça te fait chaud au cœur? Quelle importance tu accordes voilà, au regard des autres et en tout cas à ce type d'information? Bon, je suis content, je suis très fier de ça. Après, c'est pas le but premier, mais c'est évidemment une reconnaissance qui est chouette et que je prends volontiers. Ouais. Alors tu l'as dit à l'arrivée, ça va pas être simple de laisser ce bateau qui a été superbement développé, qui est forcément un des plus performants du circuit IMOCA. Mais il y a un nouveau joujou qui t'attend, un 60 pieds pensé par Antoine Coche, en collaboration avec le cabinet Finocon, qui est en construction au chantier CDK à Port-la-Forêt. On va découvrir les images de ce bateau. La mise à l'eau, bien sûr, il y a une certaine impatience. Elle approche. Ouais, alors c'est sûr que là, je vais laisser un bateau, comme tu dis, qui est... Pas facile de donner les clés. Ouais, c'est pas facile de donner les clés. Ouais. Mais en même temps, il va avoir une belle suite, c'est sûr. C'est un excellent bateau, sans aucun doute. Sur le papier, peut-être meilleur que le futur bateau. Mais finalement, ce qu'on est en train de faire là avec ce futur bateau, c'est vraiment pour aller chercher ce Vendée Globe. Je pense que le rythme tenu sur une route du Rhum et la façon dont j'ai utilisé le bateau, moi je peux pas le reproduire sur un Vendée. Ou en tout cas mettre cet engagement-là, 10 jours, j'y suis arrivé, mais au prix de beaucoup d'énergie. Donc ça veut dire que c'est un bateau plus adapté au Vendée Globe. C'est un bateau qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de régulation, qui se manie très finement, et donc ça sera un bon bateau de Vendée. C'est un bon bateau de Vendée Globe, le bateau actuel, évidemment. Maintenant, le prochain, je veux dire. Le prochain, on le veut peut-être un peu plus facile à utiliser, plus tolérant, plus adapté en tout cas à une course autour du monde, au mer du large. Ouais. Et voilà, j'espère qu'on fait les bons choix. En tout cas, il y a eu beaucoup de travail avec effectivement Antoine Coche, le cabinet Finoconc, et puis tout un design team qu'on a pensé avec Antoine quand on s'est dit OK, on va faire un nouveau bateau pour aller chercher ce Vendée Globe. Oui, il y a une équipe pluridisciplinaire. Voilà, c'est vraiment un design team qui a été monté en collaboration avec nous, notre bureau d'études chez TR Racing. Donc c'est sûr que c'est un architecte aussi, Antoine, qui va signer là son premier bateau. Qui faisait partie de votre team. Attention, c'est pas un coup d'essai, et il a été quand même partie prenante aussi dans le dessin de l'Ultime Gitana, qui marche bien. C'est Antoine qui a dessiné aussi, en collaboration avec le cabinet de Guillaume Verdier, nos versions de foil, la deuxième version et la troisième version qui était sur la route du Rhum. Et c'est quelqu'un qui se trompe pas beaucoup. Alors, tu sors de ta zone de confort, mais tu es quand même confiant. On va découvrir une image. Oui, bien sûr, je sors de ma zone de confort. Parce Regarde que cette photo, voilà, en exclusivité, où tu récent, poses devant ce nouveau bateau. C'est tout récent. Là, on a montré déjà quelques images du bateau, mais c'est vrai que là, maintenant que le bateau est peint, on se rend un peu plus compte, et avec cette photo en particulier, des formes avant du bateau. Peut-être la revoir une dernière fois, cette photo. Tu as le sourire, il n'y a pas du tout d'appréhension, un petit peu peut-être aussi, parce que tu es sorti de ta zone de confort. Clairement, tu aurais pu refaire la même chose, un peu plus abouti, ça aurait été plus facile. Mais en même temps, c'est comme ça que j'imagine aussi mes projets et tout ce qu'on fait autour de la course au large, du circuit IMOCA et du prochain Vendée Globe. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort aussi pour m'amuser, pour avancer, pour réfléchir, pour concevoir des bateaux. Et je trouve que d'avoir fait appel à Antoine, on sort un petit peu de la zone de confort, mais en même temps, je sais qui est en face. Voilà. Et je peux vous garantir qu'il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, beaucoup de temps passé pour concevoir ce bateau. Ouais. Et c'est sûr que ce ne sera peut-être pas un bateau pour gagner une Jacques Vabre ou une route du Rhum,
Mais je suis convaincu que ça sera un très très bon bateau de Vendée Globe. Voilà, on Ça vient reste donc, l'objectif. on vient à ce qui est ton objectif. C'est vraiment notre prochain objectif. principal. De toute façon, Tu as- la Jacques Vabre et la Route du Rhum, c'est bon, c'est coché. Ça, C'est coché. Donc, on va aller Tu avais chercher la terminé 6e du dernier Vendée où tu avais été un des grands animateurs, mais tu avais eu pas mal de soucis. Là, tu vas avoir le temps de le prendre en main quand même avant 2024. C'est un bon timing. On va avoir plus de temps qu'avec le bateau actuel, parce qu'à même à programme équivalent, on met à l'eau à peu près 6 mois plus tôt. Donc ce qui est énorme, et finalement c'est peut-être ce qui nous a manqué pour avoir un bateau complètement fiabilisé pendant le dernier Vendée Globe. Donc je pense qu'on est sur un timing qui est idéal. Je suis content d'avoir fait la Route du Rhum avec ce bateau-là. La preuve, c'est qu'on arrive en tête. Mais non, je pense que C'est une nouvelle page. le un temps nouveau là chapitre. qu'on a, il est vraiment parfait pour avoir le temps de fiabiliser, de développer le bateau, de l'améliorer, voilà, d'en prendre toute la quintessence. Et puis surtout, on a une équipe qui a peu bougé, qui s'est plutôt étoffée et qui a vécu aussi toute l'histoire avec le bateau actuel. Et du coup, on part sur quelque chose, une Forte de équipe cette qui est expérience, forte, ouais. qui est soudée, qui se connaît bien. Et donc pour aller chercher la suite, développer ce bateau, voilà, on a à la fois le bon timing, la bonne équipe, voilà. Donc Voilà. Cocher Alors l'autre justement, on est case. pas mal. ce mois de janvier, c'est celui des chantiers, Virginie. Mais l'actu voile est aussi extrêmement riche, avec notamment le départ de The Ocean Race à Alicante le week-end dernier. Et oui, ce tour du monde en équipage avec escale compte de nombreux Français, car c'est une nouveauté. Elle est ouverte aux IMOCA en plus des VO65. Je crois que tu as commenté le départ, Thomas, hein, donc tu suis de très près cette Ocean Race. Donc la première étape, c'est en direction du Cap-Vert. Et donc, il y a beaucoup de skippers bien connus du grand public: Paul Meillat, Kevin Escoffier, Benjamin Dutreux, Boris Herman, Charles Wright, pour ne citer que cela dans la classe IMOCA. Les bateaux qui ont fait le show dans les eaux espagnoles avec de jolis vols sur mer plate pour débuter. Ça, c'était avant d'affronter des conditions assez extrêmes à l'approche du détroit de Gibraltar, des conditions dont Holcim PRB a fait les frais. L'équipage a déchiré sa grand voile, mais a pu réparer. Et au moment où nous enregistrons cette émission, eh bien, Holcim PRB est toujours à la bagarre en tête devant l'équipage Elevensa Racing Team. Et puis chez les VO65, il ne faut pas les oublier, c'est important aussi. L'équipage espagnol Wind Whisper Racing maîtrise bien le sujet et mène la flotte. Thomas, quel est ton regard sur les forces en présence et notamment les IMOCA qui sont là et qui participent pour la première fois? Il n'y a que des très très beaux bateaux. On a un bateau Holcim, Paul Meillat sur Biotherm. Tu avais fait un super C'est des départ. bateaux qui ont été mis à l'eau il n'y a pas très longtemps. Eleven Sour qui a mis son bateau un petit peu plus tôt, mais pareil, qui est aussi un bateau de la même génération, voilà, qu'Holcim et Biotherm. Malidia avec Boris Herman que je connais bien, et puis Guyot avec Benjamin Dutreux, qui est aussi un bateau qui a été upgradé. Donc ça fait vraiment une super flotte. Ça va faire une Il n'y a pas énormément de bateaux, il y a 5 bateaux, mais c'est des super bateaux. Et puis là, on a eu la chance d'avoir des très Avec très plein belles d'équipes images connues. sur le départ, où voilà, sur mer plate avec du vent, on a vu les bateaux voler. Donc c'est aussi chouette de voir ça, d'avoir un programme un peu plus international avec des images de ces beaux bateaux. Moi j'ai trouvé ça canon ce départ. Et puis là on se régale, aller voir naviguer sur cette leg 1 vers le Cap Vert. Et puis là c'est bien, on va avoir de la carto pendant 6 mois, donc c'est vrai. on va pas s'ennuyer. Alors il y a un skipper engagé sur The Ocean Race qui a fait le buzz la semaine dernière. Il est aux côtés de Paul Meillat, c'est Anthony Marchand. Oui, Anthony Marchand, 37 ans, qui va succéder à Yves Le Blévec à la barre de l'Ultime actuelle. Tout simplement une évolution qui est mûrement réfléchie au sein du team et qui est la suite logique de l'implication d'Anthony au sein du projet aux côtés d'Yves. Ça veut dire c'est une sacrée belle chance puisque Anthony le Lorientais, il va être au départ de l'Arkea Ultime Challenge, le tour du monde en solitaire en ultime, qui partira en janvier 2024. Et Virginie, notre prochain invité sera Yves Le Blévec, justement, sur ce plateau. Le 2 février. Et alors, les petits copains nous ont rendus quand même assez jaloux avec leurs photos à Alicante. Eh bien, figurez-vous qu'on est carrément en maillot de bain à Singapour. Et ça, c'est pour l'épreuve de CLJP. Ça n'a pas très bien marché pour les Français.
Non, Virginie, ce 8e acte, il a été remporté vraiment haut la main par les Néo-Zélandais devant des Danois qui étaient aussi très inspirés. Et cette épreuve n'a pas vraiment souri aux Français qui terminent 8e dans des conditions de vent faibles et compliquées à gérer. Quentin Delapierre et son équipage ont été un peu à la peine, même si la première journée, ils ont terminé dernier. Ils sont ressaisis le deuxième jour. Toujours est-il qu'à l'issue de ce rendez-vous asiatique, ils perdent leur 3e place au général au profit des Anglais, mais les écarts restent quand même serrés. Alors Quentin Delapierre, autre bonne nouvelle que l'on devrait retrouver aux côtés d'un certain Franck Camas dans un défi français sur la prochaine Coupe América. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, puis on parlait des stand-by pour le trophée Jules Verne avec Morgan notamment engagé avec Edmond Rothschild et bien le maxi trimaran et Sails of Change de Yann Guichard, donc 2 maxi trimarans qui voulaient partir ont dû renoncer à leur tentative. Finalement, la météo n'était pas optimale. Il faut dire que Francis Joyon a placé la barre très haut avec son temps de 40 jours en 2017. Et il faut vraiment une fenêtre idéale jusqu'à l'équateur et même dans l'Atlantique Sud. Jusque dans l'Atlantique Sud. Oui. Mais on peut avoir sa dose d'embrun en restant bien au chaud, Gilbert, cet hiver. Oui, c'est vrai. C'est la 2e saison du Sailors Film Festival qui est organisé par Tip & Shaft. Et c'est dans 15 villes de France. Cela débute le 26 janvier à Lorient au Cinéville. C'est déjà complet. Ça se poursuit à Brest le 27, à Saint-Malo le 28. Clap de fin à Paris le 9. Alors en plus de découvrir des films assez inédits, l'intérêt c'est que les marins sont présents pour dialoguer avec le public et raconter l'envers du décor. Il y aura notamment ton film, Thomas, qui sera projeté, un film sur le Vendée Globe réalisé avec Molécule. 29 173 nautical miles, c'est le nombre de milles nautiques parcourus sur ce Vendée Globe. Un film que je vous invite vraiment à aller voir. On est complètement en immersion avec un dispositif exceptionnel. Je crois 15 caméras et 16 microphones. Voilà, ça donne vraiment une ambiance très très spéciale, même si on suit la voile depuis de nombreuses années. Merci Thomas d'avoir été avec nous, c'était un vrai plaisir. Bon trophée mer et montagne, hein, puisque tu pars à l'Alpe d'Huez la semaine prochaine. Bonne glisse Thomas. Et puis surtout, on te souhaite le meilleur avec ce nouveau bateau. À très bientôt. Merci. Ce programme vous a été présenté par Navy West, votre expert du nautisme.